L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées. La bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange et, à la place des nombreuses libertés si chèrement acquises, elle a substitué l'unique et impitoyable liberté du commerce et du profit. Elle a déchiré le voile de sentiments et d'émotions qui couvraient les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse et la sentimentalité à 4 sous dans les eaux glacées du calcul égoïste. Les crises commerciales, dans leur périodicité, menacent de plus en plus les sociétés bourgeoises. Touchées par le besoin de débouchés toujours nouveaux, elles envahissent le globe entier. Il se développe une bourgeoisie commerciale généralisée, une interdépendance généralisée des nations. La bourgeoisie moderne ressemble au magicien qui ne sait plus maîtriser les puissances infernales qu'il a évoquées. Les armes dont les bourgeois se sont servis pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre elle. En 1848, nous sommes dans une année très importante où se déroule le Printemps des peuples. C'est un moment de l'histoire où on a une dizaine de révolutions en même temps en Europe. Ces mouvements ont un fort sentiment national qui les pousse à vouloir créer des États-nations modernes plutôt que d'être fidèles à des dynasties monarchistes transnationales vieillissantes. Parce que le roi, c'est moi. Ils ont surtout beaucoup de revendications d'ordre social, car cette explosion politique a lieu dans un contexte de crise économique suite au krach de 1847. Il y a aussi des revendications très progressistes, comme par exemple le droit de vote des femmes qui est revendiqué par les révolutionnaires italiens. Dans certains pays comme la France, qui renverse la monarchie de Juillet en février 1848, une partie de la bourgeoisie libérale se greffe à ces mouvements par souci de modernisation du pays et tente de tirer profit de ces mouvements. C'est pour cela qu'après le renversement du pouvoir monarchique en février, les prolétaires français se révoltent à nouveau en juin, cette fois-ci contre le gouvernement de la Deuxième République, car ils n'ont pas eu tout ce qu'ils attendaient en février et le gouvernement supprime les ateliers nationaux alors que le chômage augmente grandement. Au tout début du Printemps des peuples, alors que seule la Sicile a fait sa révolution, Karl Marx et Friedrich Engels publient le manifeste du Parti communiste où ils prédisent un grand mouvement de contestation à venir contre les monarchies d'Europe. Mais qui sont ces deux personnages aux analyses prophétiques ? Marx et Engels sont à la fois philosophes, économistes et historiens. Ils forment un duo connu pour avoir théorisé les bases de la pensée marxiste, le matérialisme historique. Et le but de leur manifeste est de vulgariser les bases du matérialisme historique ainsi que de proposer une ligne politique claire aux lecteurs. Le texte s'adresse principalement à des ouvriers et à des militants du monde entier et dès sa première édition, il est traduit en plusieurs langues européennes. Avec le matérialisme historique, on pense l'homme comme étant le produit de ses conditions sociales. Il n'y a ni âme, ni Dieu, ni monde des idées, il n'y a que la matière qui influence les hommes qui en retour peuvent modifier leur environnement de génération en génération. Les idées et les comportements sont liés à des conditions matérielles. Les hommes sont en grande partie influencés par leur place dans le mode de production, c'est-à-dire par leur travail et leur place dans la société. Et même pour ce qui ne concerne pas les conditions sociales, l'homme reste façonné par la matière puisque nous sommes des êtres biologiques. Par exemple, si on retire certains morceaux de votre cerveau ou qu'on vous drogue régulièrement, vous allez changer d'humeur et de comportement sur le long terme. Parce que ce n'est pas une âme qui vous anime, mais simplement des réactions chimiques complexes purement matérielles. Et si par une intervention extérieure on change médicalement ou accidentellement les phénomènes matériels qui se passent dans votre corps ou dans votre cerveau, vous risquez de changer. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Voilà la première phrase du premier chapitre du manifeste. Pour Marx et Engels, l'histoire a un sens, elle évolue au fil des modes de production dans lesquels les classes sociales, consciemment ou non, s'affrontent en défendant leurs intérêts.
Marx explique mieux cela dans son livre « Critique de l'économie politique » où il dit « Mes recherches aboutirent au résultat suivant. Les conditions juridiques et les formes politiques ne peuvent s'expliquer par elles-mêmes, ni par ce qu'on appelle l'évolution générale de l'esprit humain. Elles sont, au contraire, leur fondement dans les conditions de la vie matérielle que, suivant l'exemple des Anglais et des Français du XVIIIe siècle, Hegel appelle d'un nom générique la société civile. Et c'est dans l'économie politique qu'il faut chercher l'anatomie de la société civile. » Dans le manifeste, Marx et Engels donnent des exemples de classes sociales dont les intérêts s'opposent à travers l'histoire. Les hommes libres contre les esclaves, les patriciens contre les plébéiens, les barons contre les serfs, les maîtres de jurande contre les compagnons, et enfin les bourgeois contre les prolétaires. Bien sûr, à chaque fois, il prend deux grands groupes comme exemple. Il est évident que chacun de ces groupes peut se subdiviser en sous-groupes ayant des spécificités. Par exemple, au sein des esclaves de l'Antiquité, il y a des différences de traitement et de rôle social entre les esclaves lettrés qui travaillent dans l'administration, des esclaves qui travaillent dans les champs, des gladiateurs ou des esclaves sexuels. Mais le manifeste est là pour vulgariser et simplifier en quelques pages, pas pour faire une analyse historique complète et précise. Pour Marx et Engels, la bourgeoisie est la classe qui prend peu à peu le pouvoir à la place de la noblesse féodale avec le développement du capitalisme. Cette hégémonie de la bourgeoisie arrive avec l'industrialisation au XIXe siècle. La bourgeoisie, c'est la classe sociale qui détient les moyens de production. On distingue souvent deux catégories de bourgeoisie. La petite bourgeoisie, qui possède des moyens de production mais n'est pas assez riche pour s'affranchir du travail, comme par exemple un agriculteur ou un boulanger, et la grande bourgeoisie, qui a un capital suffisamment gros pour ne pas avoir à travailler, comme par exemple Jeff Bezos ou Bill Gates. Le prolétariat, c'est la classe des personnes qui doivent se faire employer par des bourgeois pour vivre. Ils subissent ce que les marxistes appellent l'extorsion de la plus-value. Pour faire très simple, une partie des richesses que vous produisez part dans la poche de votre patron. Le patron a tout intérêt à faire en sorte que la part des richesses qu'il gagne sur votre travail soit la plus grande possible. Pour ça, il peut augmenter votre temps de travail sans augmenter votre salaire, ou il peut baisser votre salaire, ou il peut augmenter les cadences de votre travail. Et c'est là que va s'exercer une lutte de classe où lui va défendre ses intérêts, celui de faire grandir cette extorsion de la plus-value, et où vous, logiquement, vous allez défendre vos intérêts en essayant d'augmenter votre salaire ou de baisser votre temps de travail ou d'améliorer vos conditions de travail. Alors certains libéraux viendront nous dire que tout ça c'est plus d'actualité car l'époque de Karl Marx où il y a énormément d'ouvriers et de paysans miséreux, ça n'existe plus. Alors en fait non. Tout d'abord, prolétaire n'est pas synonyme d'ouvrier. Les ouvriers sont des prolétaires, mais tous les prolétaires ne sont pas forcément ouvriers. On a tendance à caricaturer la vision marxiste du prolétariat en la résumant aux ouvriers, car selon beaucoup de marxistes, c'est la catégorie du prolétariat qui a le plus grand potentiel révolutionnaire. Ensuite, même si la France est largement désindustrialisée, 20% des emplois sont encore des emplois d'ouvriers. Alors bien sûr, c'est majoritairement des ouvriers qualifiés et ils ne travaillent pas forcément en usine et encore moins à la chaîne. Les usines de travail à la chaîne d'ouvriers non qualifiés, c'est surtout au XXe siècle qu'on en trouve en France, et elles se sont majoritairement délocalisées dans les pays les plus pauvres où la main-d'œuvre non qualifiée coûte moins cher. Les délocalisations, c'est un phénomène dont parlaient déjà Marx et Engels à leur époque, donc leur analyse n'est finalement pas si dépassée que ça. Dans le manifeste, Marx et Engels précisent aussi ceci. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, c'est-à-dire les rapports de production, c'est-à-dire les rapports sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien mode de production était, au contraire pour toutes les classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent. Ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés, enfin, d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. La première partie de la citation signifie que la bourgeoisie, pour continuer de s'enrichir et se maintenir au pouvoir, doit sans arrêt évoluer technologiquement. Les évolutions technologiques et les changements dans le monde du travail qui en découlent font partie intégrante du pouvoir de la bourgeoisie.
Mais une seule chose ne change pas, la propriété privée et le salariat qui sont les fondements du capitalisme. Même si désormais vous avez des prolétaires qui sont en auto-entrepreneurs pour Uber ou Deliveroo et qu'il n'y a qu'une application qui leur dit quoi faire, ça ne signifie pas que la bourgeoisie a disparu de ce secteur de travail. L'application appartient bien à un bourgeois qui tire de l'argent du travail des livreurs. Et s'il n'y a pas de contremaître ou de manager pour gérer les travailleurs, c'est simplement que l'application automatise le managerat pour les tâches les plus simples. Et le livreur Uber, lui, il a beau être officiellement considéré comme un auto-entrepreneur, officieusement, il est juste payé à la tâche par une entreprise qui prend une partie de la richesse produite par son service et qui peut se séparer de lui quand elle le souhaite. Il n'y a aucune révolution dans l'ubérisation puisque les prolétaires et les bourgeois sont toujours là. Ce qui change, c'est simplement les technologies utilisées et quelques définitions d'ordre légal et administratif, mais les rapports de classe restent à peu près les mêmes. L'ubérisation est peut-être même une contre-révolution dans la mesure où, lorsqu'on est une grosse multinationale, faire travailler les gens en dissimulant leur salariat derrière le statut d'auto-entrepreneur, ça permet de contourner une partie du code du travail et de payer des travailleurs à la tâche, comme au XIXe siècle. Pour Marx et Engels, la Révolution française a aboli le féodalisme en France, ce qui, selon eux, est une grande avancée. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'abolition de la propriété privée, cela a donné le pouvoir économique et politique à la bourgeoisie. Pour eux, il faut que les prolétaires fassent une autre révolution abolissant la propriété privée. Concernant la propriété privée, ils distinguent deux grands types de propriété privée. La propriété personnelle, qui est celle des petits artisans possédant leurs moyens de production et qui travaillent à la sueur de leur front, et la propriété bourgeoise, qui est celle de la haute bourgeoisie possédant de grandes industries, des banques, d'énormes biens immobiliers, etc. Marx et Engels disent dans leur manifeste qu'ils ne cherchent pas à abolir la propriété personnelle, puisqu'avec la concentration du capital, les grandes industries s'en chargent déjà. La concentration du capital, c'est lorsque les plus gros capitalistes se mettent à manger les plus petits. Ah, ils m'absorbent tous, non. J'ai envie de pleurer. Et s'il n'y a pas d'intervention de l'État pour limiter ce phénomène, ça peut aller jusqu'à l'établissement de monopoles privés. Et pour les libéraux qui ont peur que les communistes leur prennent leur brosse à dents pour la collectiviser, Marx et Engels répondent déjà implicitement à cet homme de paille. Ils expliquent que dans le contexte capitaliste, le salaire donné à l'ouvrier est le salaire minimal permettant de le maintenir en vie. Et avec ce maigre salaire, il peut tout de même faire l'acquisition de quelques biens. C'est d'autant plus vrai de nos jours depuis que les travailleurs occidentaux, même non qualifiés, ont accès à des biens d'équipement. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Michel Clouscar. Et ces quelques biens que peuvent avoir les travailleurs, Marx et Engels disent ne pas vouloir y toucher non plus, car la propriété de ces biens ne donne pas un quelconque pouvoir économique ou politique. Il est évident qu'un ouvrier qui n'est propriétaire que d'une voiture, d'une machine à laver et d'un moule à gaufres n'a pas du tout le même pouvoir économique qu'un bourgeois très riche qui serait propriétaire d'une grande multinationale, de plusieurs entreprises locales et d'une trentaine de logements de luxe. Marx et Engels rappellent dans leur manifeste qu'à leur époque, de toute façon, 90% des gens n'ont pas de propriété privée et la propriété des 10% repose sur l'exploitation des 90%. Selon Marx et Engels, ce que les bourgeois nomment liberté, c'est avant tout la liberté du commerce, c'est-à-dire une forme de libéralisme économique, et cette liberté du commerce est justement ce qui va permettre à la bourgeoisie d'écraser le prolétariat en l'exploitant en échange d'un très maigre salaire qui permet à peine de vivre, au point qu'au XIXe siècle, les ouvriers sont obligés d'envoyer leurs enfants travailler très jeunes à l'usine. Pour donner quelques chiffres de l'époque, à la fin du Second Empire, soit 20 ans après l'écriture du manifeste, 70% des ouvriers meurent avant l'âge de 40 ans à Lille. Puisque ce texte est un manifeste, Karl Marx et Friedrich Engels détaillent leur programme. Ils veulent abolir la propriété et faire en sorte que l'État contrôle tous les moyens de production. État qui serait dirigé non plus par la bourgeoisie mais par les travailleurs. Pour les pays les plus développés, ils proposent les 10 points suivants. 1. Expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État. 2. Impôt fortement progressif. 3. Abolition de l'héritage. 4. Confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles. 5. Centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale dont le capital appartiendra à l'État et qui jouira d'un monopole exclusif. 6.
Centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport. 7. Multiplication des manufactures nationales et des instruments de production, défrichement des terrains incultes et amélioration des terres cultivées d'après un plan d'ensemble. 8. Travail obligatoire pour tous, organisation d'armées industrielles, particulièrement pour l'agriculture. 9. Combinaison du travail agricole et du travail industriel, mesure tendant à faire graduellement disparaître l'antagonisme entre la ville et la campagne. 10. Éducation publique et gratuite de tous les enfants, abolition du travail des enfants dans les fabriques tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, combinaison de l'éducation avec la production matérielle, etc. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Marx et Engels précisent que ce sont des mesures minimales et que d'autres mesures doivent être mises en place selon le contexte national du pays faisant sa révolution. Dans la troisième partie, Marx et Engels classifient et décrivent les divers mouvements socialistes de leur époque en critiquant leurs limites. Je vais vous parler des 3 les plus importants. Il commence par ce qu'on appelle le socialisme féodal. Le socialisme féodal est un courant de réactionnaires qui sont dans un discours défendant les plus pauvres et critiquant la bourgeoisie, tout en regrettant les sociétés féodales. Les descendants idéologiques des socialistes féodaux se reconnaissent très facilement. Quand on leur parle de révolution française, ils citent Marx pour dire que c'était une révolution bourgeoise, sauf qu'ils oublient de dire que Marx est tout autant contre le féodalisme que contre le capitalisme. Et ils oublient que la révolution, ce n'est pas un bloc monolithique et que chez les révolutionnaires, on a les précurseurs du communisme et de l'anarchisme comme Jacques-René Hébert, Gracchus Babeuf ou Jacques Roux. Et ils oublient aussi de dire que des grands révolutionnaires comme Robespierre ont tenté de limiter la propriété privée, la liberté du commerce et le pouvoir de la bourgeoisie, mais se sont fait assassiner puis calomnier par cette même bourgeoisie à partir de 1794. Résumer les analyses de Marx sur la révolution de 1789 au caractère bourgeois de celle-ci et sous-entendre par omission que Marx préférerait le féodalisme, c'est un grave contresens. Il parle ensuite du socialisme petit bourgeois. Les petits bourgeois sont les personnes qui ont une propriété privée qui ne leur rapporte pas assez pour les libérer totalement du travail ou qui exercent une profession libérale. Cette petite bourgeoisie tire ses moyens de subsistance de la propriété privée capitaliste, mais elle est en même temps menacée par un aspect du capitalisme qui est la concentration du capital dont nous avons parlé plus tôt. Ce socialisme petit bourgeois a beau critiquer le capitalisme, il est réactionnaire ou conservateur car il cherche à rétablir ou à conserver des modes de production dépassés plutôt que de prôner un réel socialisme. Il défend sa propre propriété privée et ça s'arrête là. Sa critique du capitalisme, c'est surtout une critique du grand capital et une manière de conserver sa petite propriété privée. Donc il n'y a pas de remise en question profonde de la propriété privée chez eux. Dédicace quand même à ma génération, c'est la famille, nous soutiennent, ils soutiennent aussi les autres. Puis Marx et Engels parlent du socialisme bourgeois. Le socialisme bourgeois est un socialisme qui veut corriger les anomalies de la société capitaliste pour se donner bonne conscience, sans pour autant s'attaquer à l'exploitation au travail et à la propriété privée en profondeur. Marx et Engels citent par exemple ceux qui font la charité et ceux qui veulent défendre la vie animale sans s'attaquer à un seul moment au fondement du capitalisme. À notre époque, on pourrait penser aussi à ceux qui parlent de toutes les oppressions possibles et imaginables sans dénoncer l'oppression d'une classe sur une autre, ou des bourgeoises qui veulent être l'égale des bourgeois afin d'avoir les mêmes privilèges que leur mari. En fait, ce que Marx et Engels appelaient socialisme bourgeois, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche caviar. Comme, évidemment, il n'y a pas un socialo aujourd'hui qui est connecté à la réalité du terrain. Pas un. Ils sont censés représenter le peuple de gauche et ils représentent les élites intellectuelles qui ont envie de gouverner n'importe quoi. C'est pas, ils ne savent pas ce que c'est la France, ils ne savent pas ce que c'est le peuple. Ils ne leur parlent pas. Ils se parlent entre eux, ils se disent, tiens, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le pouvoir. Et ben ouais, mais le pouvoir, c'est pas ce qui fait bander les lecteurs de base. Parce que les lecteurs de base, il en a plein le cul, qu'on lui raconte des conneries, et qui voient des mecs qui sont interchangeables, la droite, la gauche, les machins, de toute façon c'est kiff-kiff bourricot. Je vous recommande de lire le manifeste du Parti communiste. Déjà, c'est un texte qui est court, il fait qu'une 40aine de pages, et je sais que beaucoup n'ont pas le temps ou la motivation de lire de trop longs textes. Et c'est un livre qui me paraît encore d'une actualité brûlante.
Bien sûr, il ne se suffit pas toujours à lui-même. Je conseille à ceux qui veulent aller plus loin de lire aussi sur son contexte d'écriture, sur l'histoire sociale du 19e et du 20e siècle et sur notre époque afin de bien comprendre ce qui est encore d'actualité dans ce texte et ce qui a pu un petit peu évoluer. Mais surtout, n'oubliez pas que le capitalisme est aujourd'hui un système économique à échelle mondiale avec la mondialisation. Et si certaines choses ne vous paraissent plus d'actualité quand vous pensez à l'échelle française, elles le sont encore lorsqu'on pense à l'échelle mondiale. Par exemple, le travail des enfants, qui est évoqué à plusieurs reprises dans le texte, n'existe plus en France, mais il reste pratiqué dans beaucoup de pays du tiers-monde qui fabriquent des marchandises que vous utilisez tous les jours. Gardez bien à l'esprit que les marxistes analysaient le capitalisme à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle mondiale, et que pour eux, les travailleurs du monde entier doivent être solidaires. Ainsi se termine le manifeste « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Bonne lecture. La révolution camarade.